l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans cette édition d'information. Voici à présent les titres de ce journal. Dans l'actualité, la libération d'au moins 16 otages, dont un Polonais. Tous avaient été enlevés par des rebelles centrafricains à la frontière avec le Cameroun. Une libération vécue comme un grand soulagement, même si on ignore encore les contreparties de cet accord. Nous irons au Niger où les députés dans leur majorité ont voté contre la motion de censure déposée à l'endroit du gouvernement de Brigitte Raffini. 76 voix contre une, un vote favorable au gouvernement actuel et réconforte sa position au sein de l'exécutif nigérien. Et puis le Sénégal avec l'organisation d'un colloque en prélude au 15e sommet de la francophonie à Dakar. Un colloque dédié au rôle, à la place et à la contribution des femmes au développement durable ainsi qu'à la construction de la paix au sein de l'espace francophone. Voici pour les titres de cette édition. C'est sur le Cameroun que nous ouvrons ce journal avec la libération d'au moins 16 otages dont un missionnaire polonais. Tous avaient été enlevés ces derniers mois par des rebelles centrafricains à la frontière avec le Cameroun. Mais on ignore encore les contreparties de cette libération. La télévision camerounaise a diffusé mercredi soir des images de l'hôpital de Yaoundé, la capitale politique. À ce moment, le gouvernement célèbre autant qu'il soigne 16 otages libérés, explique-t-il, par une opération de ses forces de défense. Le ministre de la Santé qui est ici avec moi a reçu donc des instructions fermes du chef de l'État pour qu'il ne ménage aucun effort pour que tout soit mis à la disposition de ces otages pour qu'ils recouvrent la santé. Parmi eux, 15 Camerounais enlevés les 20 septembre et 4 octobre dans l'est du Cameroun, auquel s'ajoute un prêtre polonais capturé lui dans sa paroisse de Baboua, dans l'ouest de la Centrafrique. Nous avons prié beaucoup, vraiment. On a prié, on a écouté la parole de Dieu. Nous étions ensemble. C'était notre force, vraiment. Un même groupe semble être à l'origine de ces actions, les rebelles centrafricains du FDPC, dont le chef est Abdoulaye Miskine. Celui-ci est détenu au Cameroun depuis l'année dernière. Le FDPC affirme avoir libéré ses captifs en geste de bonne volonté. On ignore encore les contreparties qu'ils peuvent avoir négociées ou si une libération de Miskine fait partie de l'accord. Cap sur le Niger où les députés dans leur majorité ont voté contre la loi de la motion de censure déposée à l'endroit du gouvernement de Brigitte Raffini. 76 voix contre une, tel est le verdict des urnes. L'issue de ce vote favorable au gouvernement actuel vient réconforter sa position au sein de l'exécutif nigérien. Le Premier ministre nigérien que nous écoutons au micro de Sarki Aboubakar et de Razak Abachi. Ceux qui aujourd'hui s'acharnent par leurs critiques injustes et mal fondées à dénigrer les actions du gouvernement n'ont rien proposé au peuple. Ils n'apportent la contradiction au gouvernement sur la base d'aucun programme, d'aucune vision. Nous étions au Niger, nous y restons avec le colloque sur la résilience à l'insécurité alimentaire dans le pays qui a pris fin. Il en ressort que les échanges d'expériences ont été fructueux, mais également des pistes de solutions dégagées pour faire face aux problèmes de plus en plus récurrents dans certains États de la sous-région. Les enjeux du changement climatique ainsi que les moyens d'adaptation ont été exposés au grand bonheur des populations affectées. Sarki Aboubakar et Razak Abachi. 3 jours de travaux ont permis aux différents participants d'échanger leurs expériences sur la résilience à l'insécurité alimentaire. Ce colloque a vu la participation de beaucoup de monde, des structures de l'État, des ONG, du système des Nations Unies, de la cellule technique Agir. On nous a exposé des expériences très intéressantes en matière, par exemple, de gestion durable des terres, en matière d'assurance agricole, en matière également d'intervention sur le plan humanitaire. Tout ceci vont aider en tout cas toutes les personnes, tous les acteurs sur le terrain qui vont travailler dans la résilience des populations.
Les actions contribuant à la construction de la résilience dans le cadre des plans de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles, l'inclusion de la résilience dans l'action des collectivités locales, la mise en œuvre du système de suivi et évaluation des actions pour la construction de la résilience, autant de thèmes qui ont fait l'objet de profondes réflexions en travaux de groupe. Je suis très satisfait parce que ça m'a permis de rencontrer les autres et de leur parler de notre commune. On a eu déjà des promesses sur en tout cas d'éventuelles interventions à Tonde-Kiundi qui fait partie des communes les plus vulnérables en tout cas au Niger. Et les actions, elles doivent être basées au niveau local et progresser vers les zones urbaines. Parce que ce sont les zones rurales qui vivent beaucoup plus les effets néfastes de ces changements climatiques. Organisé par le Centre régional Agrimet en collaboration avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N, ce colloque a surtout permis de prendre conscience de l'urgence du problème et de dégager des pistes de solutions. Et en prélude au sommet de la francophonie, les 29 et 30 novembre à Dakar, le comité scientifique en partenariat avec le ministère sénégalais de la Femme, de l'Enfance et de la Famille, le réseau francophone pour l'égalité hommes-femmes et le cadre de concertation des organisations de la société civile, travaillant sur les thèmes du sommet, ont organisé un colloque dédié au rôle, à la place et à la contribution des femmes au développement durable, ainsi qu'à la construction de la paix au sein de l'espace francophone. Compte rendu Louis Nassagnan, Bendambay et Antoumar. Amener la société civile, y compris les chercheurs, les acteurs et actrices du développement, les femmes francophones, mais aussi les décideurs et partenaires au développement, à approfondir et à accorder leur compréhension des enjeux politiques, économiques, culturels et sociaux d'un monde en constante mutation, en lieu avec l'égalité de genre. Voilà le but de ce colloque organisé en prélude au 15e sommet de la francophonie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque la participation politique des femmes dans les instances de décision? Qu'est-ce qui gêne également la question de l'autonomisation économique des femmes? Pourquoi les femmes n'accèdent pas à l'emploi décent? Qu'est-ce qui bloque également la question de l'accès à l'éducation, la question de l'accès à la nationalité, la question de la mobilité en francophonie? Donc c'est autant de problèmes qui concernent aussi bien les femmes, les jeunes, mais surtout les femmes aussi vivant avec un handicap et les personnes du troisième âge. Donc nous avons dans ce document qui vous a été partagé aujourd'hui essayé de mettre tous les éléments en tout cas sur lesquels nous pensons qu'il faudrait agir pour que la francophonie puisse désormais être la francophonie des peuples. L'objectif est de permettre aux femmes d'occuper une place de choix dans les processus décisionnels qui les concernent et de jouer pleinement leur rôle de citoyenne au service de la paix et du développement durable. Le présent colloque nous offre l'opportunité de jeter un regard rétrospectif sur les progrès en matière de développement dont les femmes francophones ont pu bénéficier dans les différents domaines couverts par les OMD. Au terme de la rencontre, des recommandations pertinentes, pratiques et hautement opérationnelles seront formulées afin d'amener les chefs d'État et de gouvernement à prendre des mesures concrètes et des décisions stratégiques destinées à renforcer les positions et rôle des femmes dans la promotion de la paix et dans la mise en œuvre des stratégies et de programmes de développement durable. Démarrage ce jeudi à Bamako de l'atelier de validation de la stratégie Mali numérique 2020. L'enjeu est de faire du Mali un pilier de l'économie numérique en Afrique de l'Ouest. Des experts se réunissent aujourd'hui et demain dans la capitale malienne pour enrichir la stratégie et l'améliorer avant son adoption définitive. Les explications avec Daouda Kamate et Daouda Doumbia. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, le Mali reste largement au bas de la passerelle avec un rang peu flatteur de 181e place sur 193e au niveau mondial. Justement, c'est ce qui explique tout l'enjeu de cet atelier sur le document sur la stratégie de l'économie numérique qui se révèle être comme un plan Marshall pour le taux numérique au Mali à l'horizon 2020. Nous avons l'opportunité dans le cadre de cet atelier de contribuer à la réalisation de cette ambition. Il s'agit alors pour vous d'examiner les orientations stratégiques, les modalités de sa mise en œuvre, en s'assurant que les objectifs clairs et chiffrés qui seront proposés soient réellement atteignables en 2020. Le numérique offre aussi des possibilités uniques pour répondre aux importants défis
actuelle de notre pays. Pour les partenaires, notamment le groupe de la Banque mondiale et le PNUD, cette initiative de l'État malien pour le numérique va permettre de réduire la fracture numérique et rapprocher les populations davantage, permettre une meilleure efficacité des secteurs de l'éducation, de la santé et créer des emplois qui, à ce jour, est de 31 000 et pourrait atteindre 53 000 emplois en 2020, selon le document. Aussi, le numérique va répondre aux attentes des populations et favoriser un développement harmonieux et soutenu du pays. Pour le Premier ministre Moussa Mara, le développement du secteur du numérique va abolir le temps et dépasser la distance. Nous sommes un pays qui est vaste et étendu, où les distances coûtent cher en termes de gestion. Ces technologies permettent de rendre les distances non impactantes en termes de coûts, donc de dépasser les distances. Elles permettent aussi d'abolir le temps, de faire en sorte qu'on puisse contribuer, créer, diffuser, consommer en tout temps et en tout lieu. Du savoir, de l'intelligence et de la valeur. Dans ce document soumis à la loupe des experts, 6 axes stratégiques se dégagent pour améliorer le secteur du numérique au Mali, dont généraliser l'accès aux services numériques, développer la production et l'offre de contenu numérique, développer et diversifier les usages et services numériques, développer l'industrie locale du numérique, constituer le capital humain et enfin instaurer la confiance numérique. Le Mali toujours, où l'exécution du programme Elevate SES se poursuit. Ce jeudi, le ministre malien de l'Emploi, de la formation professionnelle a rendu une visite aux jeunes techniciens en formation sur le métier d'installation de la télévision numérique terrestre. Aminata Mariko, Daouda Doumbia pour le compte-rendu. Via satellite, la plateforme TNT Sat Africa diffusera des télévisions nationales ainsi que certaines chaînes privées dans les normes prescrites par l'Union internationale des télécommunications IUT. Une révolution qui nécessite l'adaptation des équipements et la formation de ressources humaines qualifiées dans le domaine. D'où cette formation pratique des 3000 jeunes techniciens et électriciens maliens recrutés sur l'ensemble du territoire avec le concours des structures techniques du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. La partie pratique consiste à montrer aux stagiaires comment monter d'abord une antenne, comment pointer l'antenne, les différentes techniques de base qui permettent de pointer le satellite et comment optimiser son signal, comment avoir un bon niveau de signal. Comme on le dit en théorie, le numérique va nous envoyer une qualité meilleure d'image et de son et tout ça passe par une bonne installation. Donc la partie pratique consiste à vraiment assembler l'antenne, pointer l'antenne en faisant l'élévation et l'azimut. Et aussi une partie importante de la pratique, c'est comment acheminer le câble jusqu'à l'intérieur du salon. Pour réussir ce bouleversement, le gouvernement s'appuie sur le partenariat public-privé. Tout à fait, je pense qu'on a fait un grand pas parce qu'on est en train d'anticiper. Et je pense que nous avons peut-être plus de 6 mois d'avance quand même sur la plupart des gens qui peut-être peuvent attendre la dernière minute pour faire la transition. Je pense aussi que cette transition, c'est aussi un partenariat très important entre le public et le privé à travers ce groupe-là et puis les structures relevantes du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ça démarre déjà très très bien. Donc je pense que c'est une bonne chose, sans compter que le ministère de l'Emploi est là aussi pour favoriser tout ce qui est création d'emplois. Et je pense qu'avec 3000 postes qui seront pourvus dans le cadre de l'auto-emploi, je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour l'atteinte des 200 000 emplois durables promis par M. le Président de la République. Cette formation ouvrira également des opportunités d'emploi. Cette initiative en PPP, comme on le dit, ne fait que booster et nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous sommes très heureux d'accueillir cette formation parce que nous savons qu'au bout, nous avons 3000 jeunes qui pourront, dans le cadre de l'auto-emploi, quand même s'installer pour leur propre compte, donc créer un emploi individuel. Pour le PDG de TNT Sat Africa, les enjeux sont énormes. Partenariat public-privé, engagement, tout ce que nous pouvons faire en tant que compétence et en tant qu'apport de partenariat pour la transition numérique, en tout cas pour le Mali et les autres États africains, tel est notre but. Donc nous ne pouvons qu'être contents d'avoir l'opportunité d'offrir aux jeunes Maliens une formation qui seront, selon le Premier ministre, des auto-entrepreneurs.
Nous sommes en discussion avec l'ANPE et la PEJ et les autres structures pour que cela soit réellement. Parce qu'il n'y a pas que la transition numérique télévisuelle, il y a aussi le Mali 2020 en numérique. Donc notre projet s'intègre dedans puisque nous allons aussi, si nous avons les autorisations, pouvoir offrir de l'Internet partout au Mali. C'est donc bien parti pour relever le défi de la transition vers le numérique terrestre au Mali. Voilà, nous restons au Mali avec un tout autre sujet. Le groupe de réflexion et de conscience à travers le comité de soutien au professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh était ce matin face à la presse. L'objectif de cette rencontre était d'informer l'opinion sur les assassinats politiques en Afrique, notamment le cas du professeur Ibni Oumar enlevé le 3 février 2008 au Tchad. Par cette occasion, le fils de la victime réclame des éclaircissements sur la disparition de son père. Écoutons quelques réactions au micro d'Abdoulaye Meiga et de Ramassissi. Il y a une commission d'enquête a été mise sur pied et la commission d'enquête a rendu ses conclusions. Elle a établi que la disparition du professeur Ibni incombe à la garde présidentielle du président Déby. Donc depuis, la justice piétine et puis elle a même fini par délivrer un non-lieu. Et notre avocat, c'est lui qui a été nommé ministre de la Justice. Il est devenu l'avocat du bureau du professeur Ibni et il a délivré son non-lieu. Donc nous continuons à nous battre. Et puis nous avons saisi essayé d'amorcer d'autres initiatives auprès de la justice. Nous avons saisi le comité contre la torture de New York, défini par la Convention contre la torture de 1984 et ratifié par le Tchad. Nous avons aussi saisi le Conseil des droits de l'homme en Suisse, qui est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés par le gouvernement tchadien. Nous avons aussi saisi le procureur pour qu'il saisisse la Cour pénale internationale afin d'enquêter pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité selon les articles 5, 7 et 8 du statut de Rome. Et nous continuons à nous battre jour et nuit contre vents et marées pour que justice soit faite et pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais, pas seulement au Tchad mais partout en Afrique. Et c'est pour faire en sorte que dans l'avenir, que nous puissions partout en Afrique et travailler pour la mémoire de tous ceux qui se sont dressés de toutes les tailles pour la dignité de notre continent. Et par là, nous parlons du président Modibo Keïta, du président Thomas Sankara, de Sylvanus Olympio, de deux Cabral du Mali et de la Guinée-Bissau. On peut tuer un homme mais pas ses idées. On peut tuer un homme mais pas ses idées. Ce qui nous conduit à voir ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images, compilé par Mahmoud Kabadiakiti. L'ex-président Laurent Gbagbo, actuellement détenu par la Cour pénale internationale, sera bien candidat à la présidence du Front populaire ivoirien, le parti qu'il a fondé. Son adversaire pour le futur scrutin interne, le président actuel du parti, Pascal Affi-N'Guessan, lui, en liberté provisoire, a également vu sa candidature validée par ce comité. Emprisonné depuis bientôt 3 ans, Laurent Gbagbo attend son procès prévu le 7 juin 2015. Une élection interne donc avec un candidat en prison et un autre en liberté provisoire, a ironisé un cadre du parti. Le Soudan du Sud a protesté ce mardi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies contre des sanctions à son encontre envisagées par plusieurs États, dont les États-Unis. Ces sanctions pourraient viser le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival, l'ancien vice-président Riek Machar, qui s'affrontent depuis près d'1 an. Les diplomates américains à l'ONU disent être prêts à imposer des sanctions contre le Soudan du Sud, en l'occurrence un embargo sur les armes. En visite à Paris, le président égyptien veut convaincre François Hollande de l'urgence d'une intervention en Libye. Selon Abdel Fattah al-Sisi, les mêmes mesures qui sont présentement prises en Irak et en Syrie doivent être appliquées en Libye, sinon ce pays pourrait être la prochaine destination des terroristes. Paris, conscient de cet enjeu sécuritaire immédiat, s'oppose toutefois à des initiatives extérieures susceptibles de compliquer davantage la situation dans ce pays.
Le premier vaccin expérimental contre le virus Ebola à faire l'objet d'un essai clinique aux États-Unis a été bien toléré et a déclenché une bonne réponse immunitaire, montrent les premiers résultats prometteurs publiés ce mercredi. Ce vaccin appelé CHAD3, testé sur 20 volontaires aux États-Unis, a produit des résultats prometteurs. N'ayant pas précisé à quand sa distribution, l'Institut développeur de ce vaccin envisage de mener des essais cliniques dits de phase D et 3 en Afrique de l'Ouest en 2015. Voilà, merci Mahmoud Kaba Diakité pour ce tour d'horizon de l'actualité. Un tour d'horizon de l'actualité qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.